Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, populations et notables du 6e arrondissement de Libreville, chers frères et sœurs, Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle de 2023 que nous avons tant attendue est enfin arrivée. Et le 26 août 2023, il va nous falloir choisir un nouveau compatriote pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Citoyen gabonais, âgé de 56 ans, marié et père de famille, diplômé de sciences politiques et de stratégie militaire, ancien maire, ancien conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale, Gervais Oniane, président de l'Union pour la République. Je suis venu ici, chez nous à Zayon, dans le 6e arrondissement de Libreville, pour vous confirmer, mes chers parents, avec honneur et fierté, que je suis bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Comme je l'ai fait dernièrement, dans la province de l'Ogooué-Maritime, puis dans la province du Wellington, je voudrais, à l'occasion de cette tournée républicaine, vous dire, en quelques mots, comment j'entends dans certains domaines et avec l'équipe qui m'entoure, diriger les affaires de notre pays, le Gabon. Le Gabon, notre pays, est en effet, comme vous le savez, un pays en paix. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est d'abord et avant tout l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Retenez-le bien. Quelle paix y a-t-il dans la vie d'une mère, d'un père de famille ou d'un jeune Gabonais diplômé sans emploi? Eh bien, il n'y en a pas. Au Gabon, il y a 1 800 000 habitants, avec un nombre de plus en plus important d'étrangers, qui sont pour la plupart des sans-papiers, mais qui, paradoxalement, ont tous un travail dans notre pays. Oui, avec les facilités qui leur sont accordées par le pouvoir en place, tous les étrangers vivant au Gabon ont un travail, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Sur le petit million de Gabonais que nous sommes, quand on enlève les personnes âgées, les bébés et les enfants de moins de 18 ans, il ne reste approximativement que 500 000 Gabonais en âge de travailler et de voter. Alors comment comprendre et tolérer que les dirigeants d'un pays pétrolier aussi riche que le Gabon ne parviennent pas à donner du travail à peine 500 000 Gabonais que nous sommes? Comment se fait-il qu'il y ait le plein emploi chez les étrangers qui vivent au Gabon et qu'il y ait en même temps un taux de chômage de plus de 50% qui ne touche que les Gabonais eux-mêmes dans leur propre pays? Est-ce que cela est normal? C'est pas normal du tout. Et vous avez bien raison. Mais pour que ça change, mes chers compatriotes, il est temps de voter à la tête de ce pays un autre Gabonais, patriote et 100% Gabonais comme Gervais Oniane. N'en déplaise à certains, ce n'est pas avec des présidents moitié gabonais, moitié béninois et autres qu'on va changer ce pays. Il faut le confier à un Gabonais, 100% Gabonais, comme Gervais Oniane. Avec moi comme président, en plus de l'immigration sélective, la priorité nationale sera appliquée dans ce pays pour donner du travail à tous les Gabonais. Je dis bien tous les Gabonais. Comme dans bien d'autres pays à travers le monde, je compte dans un premier temps mettre en place une législation. Je ferai voter une loi pour des emplois qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Ainsi, dans un secteur d'activité comme celui des transports, à l'Union pour la République, nous pensons et je pense qu'un métier
comme le métier de chauffeur de taxi doit être réservé uniquement aux Gabonais. Ne négligez pas ce métier-là, chauffeur de taxi. Nous allons rendre ce métier-là noble. Quand vous voyez des gens en France et ailleurs faire toute une carrière pendant 30 ans comme chauffeur de taxi, c'est parce que c'est un métier noble. Nous pouvons l'annoblir chez nous au Gabon. Un chauffeur de taxi gagne en moyenne 35 000 à 50 000 francs par jour. Donc, un chauffeur de taxi, là où vous les voyez là, tous ces étrangers qui sont chauffeurs de taxi au Gabon, il gagne en moyenne 900 000 à 1 million de francs CFA par mois. Ce n'est même pas le salaire, c'est plus le salaire d'un fonctionnaire en a un. Donc moi, président, ce métier de chauffeur de taxi, je le récupère et je le donne uniquement aux Gabonais. Un opérateur économique, gabonais ou étranger, pourra acheter et mettre en circulation même une centaine de taxis ou de grumiers pour exploiter le bois au Gabon, mais les chauffeurs, tous les chauffeurs, auront l'obligation d'être gabonais. Le Gabon est un pays pétrolier et dans le secteur des hydrocarbures, ce sera exactement la même chose. Un opérateur économique gabonais ou étranger pourra toujours ouvrir une ou plusieurs stations-service. Mais moi, président, les pompistes, tous les pompistes seront obligatoirement gabonais. Un pompiste, il ne faut pas les négliger. Un pompiste ne gagne pas moins de 350 000 francs par mois. Donc, un petit Gabonais peut vivre avec ça. Moi, président, chauffeur de taxi, pompistes dans les stations-service seront réservés uniquement aux Gabonais. Même dans les petits métiers, je ferai en sorte que la priorité en matière d'emploi soit donnée aux Gabonais. Dans ce sens, pour la protection et la transmission de nos valeurs à nos enfants, j'estime qu'au Gabon, même un métier qu'on néglige à tort, comme le métier de nounou, doit être exercé uniquement par les jeunes filles de nationalité gabonaise. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, quand je serai président de ce pays, une priorité absolue sera donnée pour donner du travail à tous les Gabonais. En plus de voter une loi sur les emplois qui seront réservés uniquement aux Gabonais, je ferai voter une loi qui fera obligation à toutes les entreprises qui s'enrichissent au Gabon d'avoir dans leurs effectifs un quota obligatoire de travailleurs gabonais. Quand vous prenez par exemple Faubert Gabon, ce n'est qu'un exemple. Sur 1000 employés, 950 Camerounais au Gabon. C'est pas normal. Mais c'est pas de leur faute parce qu'il n'y a aucune loi qui empêche de faire cela. Mais moi, Gervais Onyan, président du Gabon, il y aura un quota obligatoire de travailleurs gabonais à respecter. Vous pouvez venir au Gabon, vous vous enrichissez, vous envoyez de l'argent chez vous, c'est normal. Mais donnez du travail aux Gabonais. Moi, président, pour les petites entreprises, 50% minimum de travailleurs gabonais. Pour les moyennes entreprises, 60% de travailleurs gabonais minimum. Et pour les grandes entreprises, 80% minimum de travailleurs gabonais. Ce ne sont là, mes chers compatriotes, que quelques exemples pour illustrer la ferme volonté qui est la mienne et celle de l'Union pour la République de mettre en place une politique de plein emploi au Gabon. Toute entreprise installée au Gabon avec Gervais Onyan au pouvoir aura l'obligation d'employer la main-d'œuvre gabonaise avant de recourir à la main-d'œuvre étrangère. Oui. Ce n'est pas de la xénophobie, non. Il y a là, c'est du patriotisme, car il n'y a là en fait rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce qui se passe partout dans le monde et même dans tous les autres pays africains. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en matière d'emploi et de travail, la priorité nationale
est un devoir patriotique. Avec Gervais Niane comme président de la République, ce sera Gabon d'abord. UPR. UPR. Moi, président, le ministère du Travail veillera scrupuleusement à ce que tout étranger qui travaille en République gabonaise respecte et se conforme d'abord à l'obligation d'avoir une carte de séjour en cours de validité. En dehors des ressortissants de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Congo et des pays membres de la zone CEMAC, dont nous respecterons les accords de libre circulation, au Gabon, moi, président, tout étranger qui sera pris en flagrant délit d'exercice d'un emploi au Gabon sans carte de séjour sera automatiquement arrêté et après avoir purgé sa peine de prison, il sera expulsé vers son pays d'origine. Je le ferai sans état d'âme et avec toute la rigueur nécessaire. Il y a eu trop de désordre et de laisser-aller dans ce pays. Moi, président, les entreprises au Gabon qui emploieront des étrangers sans papier à la place des Gabonais seront sévèrement sanctionnées. Je vous le dis très calmement. Enfant de l'Église, ordonné et discipliné, moi, Gervais Niane, président, ce sera un pouvoir civil avec une discipline militaire. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Derrière tout grand homme, dit-on, et c'est vrai, il y a une grande dame. Elle est elle aussi parmi les vice-présidents de ce parti, puisqu'elle en est membre fondateur. Mesdames, Messieurs, mon épouse, Madame Nathalie Oniane. Un bon président, beau et élégant, se doit d'avoir à ses côtés une belle première dame, 100% gabonaise. Le président et son épouse, nous sommes tous deux d'Oyem. Mon épouse est du canton Bissok, elle est au CCI. Et Anguanambey. Les Anguanambey, ce sont les Essangui. Et Nzera Young a été fondé par des Essangui, parmi les peuples fondateurs. Donc, nous sommes heureux d'être parmi vous. Alors, mesdames, messieurs, tous ces généraux que je viens de vous présenter et tous les hommes de loi qu'il y a dans mon parti, avec eux, je vous jure que je remettrai de l'ordre dans ce pays, aussi bien dans nos administrations que dans l'appareil judiciaire, pour baisser la gabegie et la mauvaise gouvernance, le niveau de corruption exponentielle qu'il y a actuellement dans ce pays. La vie chère, on va lutter contre ça. Je vais en parler tout à l'heure, vous avez raison. Nous avons tout un pays à reconstruire. Des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Alors avec moi, Gervais Niane comme président, je vous préviens d'ores et déjà, tous ceux qui s'amuseront avec moi, avec l'argent de l'État, iront directement en prison. Je parlerai tout à l'heure de Libreville 2. Mais je vous rappelle quand même qu'à Libreville 2, j'ai prévu la construction d'une nouvelle prison. Hein? Une prison qui va mieux respecter les droits humains. La prison actuelle, la prison centrale, nous allons la garder sous forme de centre de rétention pour tous les sans-papiers et les clandestins en attente d'expulsion vers leur pays d'origine. Maintenant, les Gabonais, eux, ils iront dans la nouvelle prison que je vais construire avec des bonnes commodités qui vont respecter les droits humains. Et dans cette prison-là, il y aura un quartier spécial, un petit quartier de cette nouvelle prison centrale. Ce sera le pénitencier des directeurs généraux, en abrégé le PDG. Donc, avec moi, si vous ne voulez pas finir le PDG, il faut être correct.
Hein? Merci bien. Alors, à l'UPR, comme je le disais, nous estimons que l'argent du Gabon appartient à tous les Gabonais. Il n'appartient pas à une famille ou à un conglomérat de grandes familles. Cet argent qui appartient à tous les Gabonais doit bénéficier à tous les Gabonais, y compris les retraités et les personnes handicapées. Pour ce qui est des retraités, vous voyez un père de famille qui gagne 600 000 francs. Il nourrit bien sa famille avec honneur et fierté. Et quand il s'en va à la retraite, après avoir servi l'État gabonais pendant parfois plus de 30 ans, on lui parle de pré-pension et on lui tend 80 000 francs. Mon Dieu. Alors moi, président, d'abord, pré-pension n'existera plus. Quand quelqu'un a servi l'État, il est retraité, militaire ou civil, la pension des retraités, moi, président, sera égale à la moitié, je dis bien toute la moitié de leur dernier salaire. Il n'y a pas à passer de midi à 14 heures. Quelqu'un qui gagnait 600 000, le mois où il va à la retraite, l'État lui verse 300 000. Aussi simple que ça. C'est pas normal. Donc voilà pour ce qui est des retraités. Moi, président, la pension des retraités sera égale à la moitié de leur dernier salaire. Pour les personnes handicapées, nous comptons, moi, Gervais Ondiane, avec tous ceux qui sont autour de moi, une fois au pouvoir, mettre en place ce qui n'a jamais été fait au Gabon, mais moi, je le ferai. Tout un ministère en charge des personnes handicapées. Oui, moi, je le ferai. Parce qu'il faut tout un ministère qui s'en occupe. Un ministère capable de garantir le droit des personnes handicapées à l'éducation, à la santé, au logement et ainsi de suite. C'est très important. Toute personne valide est une potentielle personne handicapée. N'attendez pas d'être en situation de handicap pour en prendre conscience. Nous devons aider nos compatriotes handicapés. Le handicap ne doit pas être synonyme d'indigence ou de mendicité, non. Parmi eux, il y a des grands intellectuels, il y a des gens qui ont fait l'école, mais qui, à cause de leur handicap, ont du mal à trouver du travail. Moi, président, on va s'occuper de tous ces gens-là. On va s'en occuper. Et une personne handicapée, quand elle ne peut pas travailler à cause de son handicap, l'État, un État responsable, s'arrange pour qu'il y ait une allocation d'invalidité. Et moi, président, comme en France, je le ferai au Gabon, toute personne handicapée recevra l'équivalent du SMIC, c'est-à-dire 150 000 francs CFA par mois. Et ce SMIC-là, en réalité, je vais vous le dire, moi, président, on va revoir le SMIC. Je vous explique pourquoi. Quand quelqu'un travaille, prenez une mère de famille qui travaille dans un rayon de magasin. Pour aller au travail chaque jour, il faut au moins 2000 de taxi. Il faut au moins 2000 pour manger dans la journée. Plus 1000 francs d'unité pour appeler si les enfants sont bien rentrés. Ça fait 5000 francs par jour minimum. Mais 5000 par jour, faites le calcul, ça donne 150 000 francs par mois. Donc quelqu'un qui, même sans épargner, il m'achète une paire de chaussures ou quoi que ce soit, gagne 150 000 francs par mois. On ne travaille pas juste pour sortir de la maison. Que lui reste-t-il pour acheter ne serait-ce que le goûter de son enfant? Ou pour payer même la chambre que cette personne-là loue? Donc, même pas un sac de riz, elle ne peut pas. Elle va au travail, dans un mois, elle dépense 150 000, après on lui tend encore 150 000. Elle n'aura rien gagné. Donc, moi, président, le SMIC passera de 150 000 à 250 000 francs CFA. En tant qu'enfant de l'Église et fils de pasteur, j'estime, comme le roi David, parce que dans mon parti, dans le logo, vous verrez l'étoile de David. C'est pour marquer ma foi en Dieu. David est le saint patron de mon parti. Je suis moi-même un petit David et autour de moi, il y aura beaucoup de petits David. Ensemble, nous vaincrons tous les Goliaths du pouvoir et de l'opposition. Comme le roi David, qui fut élevé en dignité, nous, futurs gouvernants de ce pays, devons avoir un cœur d'enfant de Dieu et faire en sorte, une fois au pouvoir, qu'aucune catégorie de Gabonais
ne se sentent plus jamais oubliés ou marginalisés. En plus des retraités, des indigents, des personnes handicapées, le cas de nos mamans du marché doit également retenir notre attention. Nous devons les protéger et mieux les traiter. Moi-même, ma mère vendait au marché, paix à son âme. Il n'est en effet pas normal, comme l'a connu Madame Pascaline Mengue, qu'une maman commerçante gabonaise fasse la prison au Cameroun juste pour avoir posé une petite table au marché mondial, pendant que dans le même temps, les étrangers vendent tranquillement dans tous nos marchés sans être inquiétés. C'est pas possible. Nous ne ferons pas comme les autres, mais avec l'UPR au pouvoir, dans tous les marchés du Gabon, moi, président, la mairie veillera à ce que la priorité dans l'attribution des places soit accordée aux Gabonaises et aux Gabonais. Et pour aller plus loin, l'État doit assurer l'autosuffisance alimentaire. Mais au Gabon, beaucoup est encore à faire. Et dans les zones rurales, aujourd'hui, il est difficile même pour les Gabonais de vivre de leur agriculture. Non seulement l'État ne produit presque rien, mais le problème aujourd'hui est que dans nos villages, les éléphants détruisent tout ce qu'on peut planter. Et au Gabon, cette situation devient très préoccupante. Alors, je veux être clair là-dessus. Même s'il s'agit d'une espèce protégée, j'estime que les espèces protégées doivent être protégées dans la forêt. Si un braconnier va tuer un éléphant en forêt, je le ferai arrêter. Mais par contre, un président doit d'abord avoir pour priorité la sécurité des Gabonais, pas celle des animaux. Donc, moi, président, je veux être parfaitement clair. Tout éléphant venu dans un village sera systématiquement abattu. Oui. Il sera abattu et déclaré aux autorités compétentes. Si l'éléphant est venu dans la cour du village ou dans ta plantation, à moins de 5 km du village, il doit être abattu. On appelle les autorités qui viennent constater. On ne peut pas le déplacer. On viendra constater qu'il a été abattu dans une plantation ou dans un village. Ce constat étant fait, les autorités prendront les défenses pour éviter le trafic d'ivoire. Et comme dans tout village, on remettra la queue au chef de village. Et le reste du village pourra manger cet éléphant dans son jus. Surtout la trompe et les oreilles. Alors, les éléphants sont devenus une vraie menace pour les Gabonais en zone rurale. Ils tuent nos femmes et nos enfants tout en dévastant nos plantations. Ils font beaucoup trop de dégâts. C'est un problème que je vais régler. Un autre problème que je vais régler dans ce pays concerne le comportement des étrangers vis-à-vis des Gabonais. C'est un problème que je vais régler. Je ferai en sorte, avec moi des expressions du genre « je suis plus Gabonais que toi », eh bien ça n'existera plus. Je ferai en sorte, croyez-moi, que l'honneur et la dignité des Gabonais soient restaurés, afin que les Gabonais, ici comme à l'étranger, se fassent désormais et comme autrefois bien respectés. Les étrangers en règle qui respectent les Gabonais et les lois en vigueur au Gabon sont et restent naturellement les bienvenus. S'ils aiment ce pays qui les a si longtemps accueillis avec fraternité, ils doivent comprendre, et j'espère qu'ils comprendront, que le Gabon est aujourd'hui en difficulté et que le Gabon, pour se relever, doit faire preuve de rigueur et de patriotisme. Vous avez raison. Toutes les entreprises multinationales installées ici au Gabon sont et restent naturellement les bienvenues. Ce sont des partenaires importants. Je tiens à les rassurer, car nous avons dans notre projet de société beaucoup de grands travaux qui leur permettront de continuer à gagner beaucoup d'argent au Gabon, mais à condition
d'employer en priorité les Gabonais. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, permettez-moi également d'aborder ici deux dossiers importants. Le dossier Air Gabon, le dossier des routes, c'est très important. Quand un pays n'a plus de routes, comme c'est le cas, il faut réfléchir aux stratégies innovantes. Au Gabon, nous avons un génie militaire. J'ai participé à la création du génie militaire du Gabon. Au Gabon, nous avions autrefois des subdivisions des travaux publics, les TP. Alors, moi, président, dans chaque capitale provinciale du Gabon, je mettrai en place une unité de génie militaire suréquipée et une subdivision des travaux publics suréquipée, afin que génie militaire et TP ensemble me restaurent toutes les routes départementales des 9 provinces du Gabon. Dans chacune de ces capitales provinciales du Gabon, nous allons également revoir notre système éducatif. Vous savez que j'ai participé à la création du Prytanée militaire de Libreville. Ce fut une idée de Gervais Oniane qui a été mise en application. J'ai veillé à sa mise en application jusqu'à son ouverture officielle. Le Prytanée militaire de Libreville est l'œuvre en grande partie de Gervais Oniane. Donc j'en ai l'expertise. J'ai conçu le Prytanée militaire de Libreville de A à Z. Personne ne pourra le démentir dans ce pays. Et aujourd'hui, ce Prytanée militaire fait la fierté de tout le Gabon. 100% au BPC, 100% au bac. Et quand ces enfants vont à l'étranger, ils finissent tous majors dans les universités où on les envoie. C'est un symbole d'excellence que j'ai mis en place. Parce que j'ai conscience moi-même que je suis l'enfant d'une maman qui vendait au marché. Sans l'école publique, Gervais Oniane n'aurait rien été. Aujourd'hui, l'école, c'est pour les riches et les enfants des riches. On doit ramener l'école publique d'autrefois. Ces gens-là ont tué l'école publique exprès pour créer leurs écoles privées et s'enrichir sur nos dos. Il faut restaurer l'école publique dans ce pays. Nous devons le faire. C'est pourquoi le Prytanée militaire est quelque chose d'excellent dans un pays. De la même manière que j'ai contribué à la création du Prytanée militaire de Libreville quand j'étais au ministère de la Défense, moi, président, je mettrai dans chaque capitale provinciale du Gabon un Prytanée militaire dont la scolarité ira de 6e jusqu'en 3e, de manière à ce qu'après l'obtention du BEPC, les élèves des Prytanée militaires de l'intérieur du pays rejoindront ceux du Prytanée militaire national de Libreville. Et de seconde en terminale, ils iront jusqu'au bac. Et après le bac, ils seront tous formés comme médecins, pilotes ou ingénieurs. Voilà un de mes projets pour la jeunesse du Gabon. Donc, quand un pays n'a plus de route, comme c'est le cas, il faut au moins avoir une compagnie aérienne, comme on avait Air Gabon à l'époque. Donc, moi, président, je ramènerai la compagnie nationale Air Gabon. Mais surtout, pour la fierté du Gabon, je milite pour un Gabon nouveau, fier et prospère. La fierté d'un pays, ça commence d'abord par sa capitale. Regardez l'état de Libreville. Les enfants ont raison de rappeler qu'il n'y a pas d'eau. Une capitale où il n'y a pas d'eau, est-ce que c'est normal? Une capitale où il n'y a plus de routes, il y a des trous partout. Est-ce que c'est encore digne du Gabon? On est en train de nous déranger partout. On fait semblant de faire des travaux qui causent des embouteillages alors qu'on sait que ces travaux-là n'iront pas à leur terme. Tout ça, c'est la honte. Regardez le bord de mer. Regardez notre centre-ville de Libreville. Quelle honte! Libreville était autrefois l'une des plus belles villes d'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est la honte. Regardez le centre-ville de Libreville. Rien que des vieux bâtiments complètement défraîchis et qu'ils se sont en plus partagés. Rien n'appartient plus à l'État gabonais. Au centre-ville, on vous dit tel bâtiment appartient à telle personne. Tel bâtiment à telle personne. Ils ont construit ça quand? Pour que ça leur appartienne comme ça. Il n'y a pas de toilette publique à Libreville, au centre-ville. En face de la poste en ville, quelle honte! Des pères et des mères de famille sont obligés d'aller se soulager dans l'herbe sous les badaniers. Mon Dieu, où se trouve-t-on?
On amène des sabots, mais où sont les parkings? Et ainsi de suite. Libreville n'est plus digne du Gabon. Autrefois, Libreville, c'était notre fierté. On était fiers de dire, nous avons Hypermarché Mbolo, premier grand hypermarché d'Afrique. Mais aujourd'hui, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Ce n'est plus qu'un petit secado. Les autres ne sont plus à ce stade-là. Quand un Africain était fier d'écouter la radio, il disait, j'écoute Africa numéro 1, émettant depuis Libreville au Gabon. Mon Dieu, comment a-t-on pu en arriver là? Quand nous, on était à l'école, moi, Gervais Onial, à l'école publique de la Péri, maman vendait au marché Montboué. Les livres, tout était gratuit. Tu arrives à l'école secondaire au lycée, je suis arrivé au lycée national Léomba. La scolarité était gratuite. Les livres étaient fournis. La bourse était là. Quand tu avais réussi ton trimestre, bien la classe de 6e, à la fin du trimestre, on te donne ta bourse, 24 500. Tu rentres à la maison, tu donnes le bulletin aux parents. Et avec tes 24 500, tu vas en bolo, tu t'offres un petit cadeau. Deuxième trimestre, la même chose. Troisième trimestre, encore la bourse, plus un billet d'avion Air Gabon pour aller passer les vacances dans la ville de ton choix. Les BST, mon Dieu. Mais quand nous racontons ça à nos enfants, ils ont du mal à y croire. Ils se demandent, comment ça peut être possible? Oui, nous on a vécu ça. Et quand tu as le bac, après le bac, tu vas à l'université. Au lieu de 24 500, maintenant que tu es étudiant, l'État te donne 63 000 francs par mois à notre époque. Et dès que tu arrives au niveau de la maîtrise, l'État te donne 80 000 francs par mois. Tu vas à l'ENA et après l'ENA, tu deviens fonctionnaire. Tu es responsable de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes sœurs. C'est pourquoi nous étions aussi une jeunesse responsable. Parce que l'État prenait soin de nous. Nos enfants souffrent. Ils n'ont plus rien. Il n'y a pas de parc pour les enfants. Il n'y a pas d'activité socio-éducative. Il n'y a plus rien. Regardez la cour de l'école Sainte-Anne. Depuis que je suis au CP1, mes frères apprenaient là aussi. Il y a toujours les mêmes cailloux qui sont là dehors. On n'arrive même pas à aménager une cour pour les enfants. Mon Dieu. On construit des lycées sans stade de football. Il n'y a rien. Moi, quand j'étais lycéen dans ma jeunesse, au lycée national Léomba, mes collègues sont nombreux et vivent encore. Voilà, il y en a présent. Toujours où je suis, il y en a. Oui, voilà. Gervais Onial, au lycée national Léomba, quand j'étais jeune lycéen, j'étais commandant de la fanfare avec plus de 100 musiciens. Et je félicite les musiciens fanfaristes qui sont ici. Ça, c'est l'amour de la musique. L'amour de la musique. Les enfants eux-mêmes entretiennent leurs instruments. Ils les achètent. Mon Dieu. Au lycée Léomba, moi, je commandais une fanfare qui avait 200 instruments, 200 musiciens. Moi-même, j'étais maître trompettiste. Je jouais de la trompette, du saxophone et de plusieurs autres instruments. Et j'étais commandant de cette fanfare-là. Mais au-delà de cela, j'étais sur le plan sportif. J'étais capitaine des Anges ABC, champion scolaire et universitaire. Oui. J'étais directeur du journal du lycée national Léomba, journal L'Élite. J'étais également secrétaire général de la coopérative scolaire du lycée national Léomba. Et malgré tout cela, j'étais chef de classe et premier de classe. Oui. C'est un témoignage pour rendre grâce à Dieu et encourager les autres enfants, les autres fils de prolétaires. Quand on est enfant de Dieu, on peut accomplir des exploits extraordinaires. Ce n'est pas pour m'inventer, c'est pour rendre grâce à Dieu. Quand j'étais en classe de 3e au lycée national Léomba, j'avais pour professeur principal Madame Yvonne Leimangoy, une Française, gabonaise d'origine française, elle vit encore. Et à notre époque, on faisait des conseils d'orientation pour savoir, on vous envoie en série littéraire ou en série scientifique. Mais le problème, c'est qu'en général, j'étais premier de classe, je pouvais être battu dans une ou deux matières, peut-être 3. Mais quand j'étais en 3e, j'étais premier dans toutes les matières, même en sport. Alors, est-ce qu'on m'envoie en série scientifique ou en série littéraire? On m'a posé la question. J'ai dit à Madame Leimangoy, comme ma mère va au marché, elle faisait l'agriculture,
Si demain je suis ingénieur agronome, maman sera fière de moi, donc envoyez-moi peut-être en série scientifique, je ferai la série D. Mais maintenant, si vous m'envoyez en série économique, mon père est agent au ministère des Finances. Un simple agent. Donc si demain je deviens inspecteur des finances, il sera fier de moi. On m'a dit non, ce n'est pas par rapport à ton père et à ta mère. C'est par rapport à ton potentiel. Dans un pays, nous, on doit, comme en Occident, encadrer les enfants par rapport à leur potentiel. L'enfant qui rêve d'être pilote et qui en a des aptitudes, on l'encadre jusqu'à ce qu'il soit pilote. L'enfant qui rêve d'être ingénieur par rapport à son potentiel, on l'encadre jusqu'à ce qu'il devienne ingénieur. Donc toi, Gervais, tu es premier de classe. Tu as toujours été premier. Toute ta scolarité depuis que tu vas à l'école. Demain, si tu te mets au service de ton pays, quelle est la fonction ou le métier que tu voudrais exercer dans ton pays? J'ai dit, madame, écrivez, président de la République. Donc, en troisième, et j'avais 15 ans. Donc, Gervais Onial, depuis que je suis tout petit, j'aspire à être président de la République. Quand j'ai eu le bac, j'ai terminé premier major de promotion. Et j'ai participé à un concours mondial des bourses d'excellence. Après le bac, j'ai été balancé à l'UOB. Pourtant, j'étais premier. Mais Dieu fait ces choses à sa manière. C'était une injustice. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu m'a sorti de là-bas. Je voudrais rendre hommage à tous les étudiants qui sont à l'UOB et qui ont réussi. Parce que l'UOB, c'est un enfer pour nos enfants. On est là. Dieu merci que moi, je n'ai fait que quelques mois à l'UOB. C'était tellement désolant que les quelques mois que j'ai fait à l'UOB, j'ai surtout brillé comme musicien de l'orchestre Mbala. J'en suis un des premiers musiciens avec Alexis Abissono. Oui. Et on a organisé, pendant que nous on faisait de la musique, le concours mondial des bourses d'excellence, qui rassemblait tous les bacheliers des pays membres de la francophonie et du Commonwealth. C'est le Canada qui a organisé ce concours, plus les membres des deux organisations. Et Dieu m'a fait grâce. Sur tous les candidats du monde entier qui ont participé à ce concours d'excellence, le premier, ça a été un jeune Gabonais, Gervais Onial. C'est comme ça, il y a toujours des archives qui en témoignent. C'est comme ça que je me suis retrouvé tout frais payé pour une formation de premier, deuxième et troisième cycle au Canada, en France, aux États-Unis. Premier Gabonais à avoir été jusqu'au doctorat en sciences politiques et en stratégie militaire, Gervais Onial. Parce que je savais, même quand j'étais jeune, que le pouvoir, il se prend, il se gère par les urnes ou par les armes. Donc, un futur président doit savoir comment on gère le pouvoir politique. Il doit aussi savoir comment on gère le pouvoir militaire. C'est comme ça. C'est pourquoi on dit président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Quelqu'un qui n'a jamais géré l'armée ou la défense n'a même pas été candidat. Il ne connaît pas encore ce qu'on appelle le pouvoir. Omar Bongo a été ministre de la Défense nationale en 1965, sous Léon Mba. Le président actuel a été ministre de la Défense. Et je vais vous dire comment je suis arrivé à ses côtés à l'époque. C'est Omar Bongo lui-même, de passage au Canada. Parce qu'au Canada, à 26 ans, par la grâce de Dieu, j'avais terminé mes études. J'étais professeur d'université à l'âge de 26 ans. Professeur de sciences politiques, professeur de stratégie militaire. Donc, même les colonels canadiens et américains, avant de passer général, ils passaient par l'école de guerre. Et parmi les professeurs, les enseignants, il y avait un jeune Gabonais de 26 ans, c'était Gervais Onial. C'est pourquoi le président Omar Bongo, de passage au Canada, m'a reçu à l'hôtel Queen Elizabeth II de Montréal, en présence de plusieurs autorités. Et il m'a dit, mon fils, je veux que tu rentres travailler au Gabon.
Ce que tu sais aujourd'hui, le Gabon, nous n'avons pas un expert de ce niveau-là. Donc, voici tes deux grands frères, Ali Bongo et Maobam. Tu te joindras à eux et tous les trois, je vais vous former moi-même. La politique est une affaire de génération. Moi, je gère ma génération. Mais quand notre génération en aura terminé, il faut que tous les trois vous soyez suffisamment bien formés pour être capables de faire la relève pour le Gabon de demain. Voilà comment moi, j'ai accepté de rentrer servir mon pays. C'était par amour envers le Gabon. À 26 ans, mon pauvre père retraité, ma pauvre mère maladive, c'est moi qui m'en occupais. Je gagnais 5 millions de francs par mois à 26 ans comme professeur d'université. J'ai laissé tout ça pour venir au service du Gabon, être simple fonctionnaire avec 500 000 francs par mois. Je l'ai fait pour le Gabon. Donc, et le président Bongo nous a dit, il va nous former tous les trois. Le premier dossier qu'il nous a confié, c'était sa réélection en 1998. La campagne du président Omar Bongo en 1998 auprès des jeunes a été gérée par Ali Bongo, André Maobam et Gervais Oniane. Donc quand le président a été réélu en décembre, le 5 décembre 1998, en janvier 1999, quand le gouvernement a été refait, il nous a dit, je vais tenir ma promesse en vous responsabilisant en tant que jeune leader pour le Gabon de demain. Il a pris l'éducation nationale, ministre de l'éducation nationale, André Maobam, porte-parole du gouvernement. Et il a pris la défense nationale, sa sécurité à lui et la sécurité de tout le Gabon. Il nous l'a confié à son fils Ali Bongo, ministre de la Défense, et à Gervais Oniane, conseiller stratégique, porte-parole du ministère de la Défense nationale. Ali Bongo et moi, nous sommes arrivés au ministère de la Défense nationale le même jour, dans la même voiture. Qu'on ne fasse pas l'histoire parce qu'on veut nuire à quelqu'un. Le 17 août 2004, à l'occasion des fêtes tournantes de l'époque, c'était Franceville, le Haut-Togo qui recevait. 2 hélicoptères sont partis de Libreville. Premier hélicoptère Super Puma, version VIP. À son bord, Omar Bongo, président, son épouse Edith Lucie et la sécurité. Dans le deuxième hélicoptère, Ali Bongo, ministre de la Défense, Gervais Oniane, conseiller stratégique et la sécurité. Après le défilé à Franceville, le président Omar Bongo est rentré à Libreville. Nous avons décollé à notre tour. Et en survolant la frontière à basse altitude, notre hélicoptère, on nous a tiré dessus, en pleine forêt. N'eût été l'habileté du commandant Eban Maxime, pilote de cet hélicoptère, il a réussi à poser l'appareil en pleine brousse. Quand nous sommes descendus, avant de descendre, nous avons été encerclés par des gens armés. Ils sont sortis de la brousse. Ils sont mis autour de cet hélicoptère en nous demandant de descendre les mains en l'air. Nous sommes descendus. Nous sommes descendus. Et j'ai fait écran devant mon grand frère pour qu'on ne lui tire pas dessus. Et que si on devait tirer sur lui, que je fasse écran. Nos vies étaient en danger. La grâce qu'on avait eue ce jour-là, c'est que les assaillants se sont mis à parler en Nzebi. Et nous avions pris 2 passagers avec nous, Dieu merci. C'est Dieu qui fait ces choses. Les ministres Zakari Miboto et Eugène Boundodo Simagoy. C'est eux qui ont enchaîné en parlant en Nzebi avec eux. Et ils nous ont expliqué qu'en réalité, ils ne nous voulaient pas du mal. C'est que pendant la guerre du Congo, certains avaient utilisé des hélicoptères maquillés en hélicoptères de la Croix-Rouge. Donc quand les gens qui fuyaient la guerre se retrouvaient en forêt et qu'ils voyaient un hélicoptère, ils venaient croyant que ce sont des vivres. Malheureusement, on ouvrait la portière et on leur tirait dessus. Donc par réflexe, dès qu'ils voyaient un hélicoptère en basse altitude, ils tiraient dessus. C'est pourquoi ils avaient tiré dessus. Mais ils ont demandé pardon parce que c'est effectivement un hélicoptère gabonais. Ils ont fait sortir les femmes et les enfants. Nous avons donné un peu d'argent pour eux. On a essayé de redécoller. Dieu merci, le moteur est reparti. Nous sommes arrivés à Libreville.
Le lendemain, j'ai fait expertiser cet hélicoptère et on a trouvé une balle à l'angle du réservoir. Si cette balle avait progressé de même 5 cm de plus, elle transperçait le réservoir et on explosait en vol. Dieu merci, elle était à l'angle. On me l'a remise. C'est dire qu'il faut faire attention dans la vie. Ali Bongo et moi, nous sommes arrivés au ministère de la Défense nationale le même jour, dans la même voiture. Et le 17 août, le 17 août précisément, 2004, nous avons failli mourir ensemble dans le même hélicoptère. Il ne faut pas oublier l'histoire. N'oublions pas l'histoire. Et quand j'ai servi au ministère de la Défense nationale, j'ai servi avec loyauté, fidélité, pour le Gabon, sans jamais adhérer au PDG, il faut que ce soit clair. On m'avait recruté pour venir servir le Gabon en tant que cadre gabonais. Et j'ai servi le Gabon avec honneur et fierté. Ma mission était de concevoir le plan d'action d'Ali Bongo en tant que ministre de la Défense nationale. Non seulement j'ai conçu le plan d'action, mais j'avais à charge d'aider à recruter ou à proposer les gens qui étaient dignes pour l'accomplissement de ce plan d'action. Donc, j'ai apporté des innovations pour M. Ali Bongo en tant que ministre de la Défense nationale. Au nombre de ces innovations, les dossiers pour lesquels on doit savoir, la République doit savoir aujourd'hui. On peut rester dans l'ombre un certain temps, mais quand vient le moment de passer de l'ombre à la lumière, il faut que vous soyez édifiés. Le Britannique militaire de Libreville, Gervais Onyan, je l'ai conçu de A à Z. C'est moi. L'hôpital militaire de Libreville, j'ai contribué à sa construction. Le génie militaire, j'ai contribué à sa mise en place. À tout ce qui a été fait au ministère de la Défense à l'époque. Quand le ministre Ngari était parti du ministère de la Défense, il est parti avec tout ce qu'il jugeait être à lui, y compris l'équipe de football, FC 105. Mais il a fallu recréer pour M. Ali une nouvelle équipe pour les militaires. Missile FC, Gervais Onyan, j'en suis membre fondateur. L'équipe du ministère de la Défense nationale. Et avec moi, pour animer cette équipe-là, faire vivre, le président du comité actif de missiles FC à l'époque, j'en étais le vice-président, le président c'était nul autre que le chef d'état-major de la Marine nationale, l'amiral Marc Sosa Simawango. Donc, on ne se connaît pas que d'aujourd'hui. Dans le domaine du sport, je vais vous l'apprendre aujourd'hui, l'équipe nationale du Gabon, les Panthères du Gabon, je vais vous dire comment le nom est arrivé. Le ministre Daniel Onaondo était ministre des Sports à l'époque. Le président Omar Bongo avait émis le vœu que l'on puisse changer le nom de l'équipe nationale. Azingo, c'est un peu la nostalgie, la tristesse. Trouver un nom un peu guerrier comme les autres. Les lions, ainsi de suite. Trouver un nom qui soit à nous, un nom un peu guerrier. Et au sortir de ce conseil des ministres, le ministre Ali Bongo m'a dit, Gervais, voici la situation. Si tu as une idée, essaie d'y penser. Le lendemain matin de la veille, enfin le lendemain matin du conseil qui suivait, je suis arrivé à son bureau comme tous les matins et je lui ai dit, monsieur le ministre, par rapport au nom de l'équipe nationale, j'ai une toute petite idée. Il m'a dit laquelle. Je lui ai montré mon parapheur sur lequel il y avait les armoiries de la République. Et j'ai dit, monsieur le ministre, sur les armoiries de la République, qui défend le vert jaune bleu? Les Panthères, bingo, les Panthères du Gabon. Mets-moi ça par écrit. Et arrivé en conseil des ministres, ça a été proposé, ça a été adopté. Aujourd'hui, l'équipe du Gabon s'appelle les Panthères du Gabon. C'était l'idée de Gervais Onyan. Parce que parfois les gens vous disent, il est candidat, qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Gabon? Moi, j'ai un bilan. Depuis même quand j'étais élève, j'ai un bilan. Quand j'étais secrétaire général de la coopérative scolaire du lycée national Léomba, c'est pendant que j'étais secrétaire général de la coopérative scolaire que j'avais proposé qu'on refasse le plateau sportif du lycée national Léomba. Le proviseur Sidon Mounavi encore, il m'avait dit à l'époque, monsieur le secrétaire général, la coopérative du lycée Léomba n'a qu'un budget de 50 millions. C'est vrai que c'est beaucoup, mais pour faire tout ça, il faut beaucoup plus. Sauf si le ministère de l'Éducation nationale nous aide. Et je lui ai demandé s'il m'autorisait à aller voir le ministre de l'Éducation nationale. Il m'a dit, tu peux y aller, tu es le secrétaire général de la coopérative, tu es autorisé à le faire.
Et j'ai été voir le ministre de l'Éducation nationale. À l'époque, il vit encore, Maître Louis Gaston Maïla. Le ministre Louis Gaston Maïla m'a dit, pour faire tout ça, même si le ministère vous aide, il faut encore plus de moyens. Il faut l'aide du chef de l'État lui-même. J'ai dit, ben dans ce cas, je demande à rencontrer le chef de l'État. J'ai formulé une demande d'audience et le président Omar Bongo a mis accord. Voilà comment, à 17 ans, secrétaire général de la coopérative scolaire, je suis reçu par le président Omar Bongo. Et je lui ai présenté les projets que j'avais pour le lycée Léomba. Refaire des plateaux sportifs, des instruments pour la fanfare, pour nos majorettes, pour l'orchestre du lycée, et ainsi de suite. Et il m'a dit, si les élèves du lycée qui portent mon nom venaient me voir avec de tels projets, qu'est-ce que je ne ferais pas pour eux? Alors, puisque toi, tu es venu me voir pour la jeunesse du lycée Léomba, tout ce que tu as dit sera fait. Un mois plus tard, j'étais dans l'avion pour Paris, pour aller tout acheter. Vous vous rendez compte? Oui. Et profitant de ce séjour en France avec le proviseur Sidoine Bouna et le bureau de la coopérative scolaire, nous avons signé un accord de jumelage entre le lycée Léomba et le lycée Albert Schweitzer de Mulhouse. Jusqu'à ce jour, le lycée Léomba en bénéficie. Et toutes les installations sportives ont été faites. Les instruments ont été achetés. Il y en avait tellement que c'est avec ce lot-là qu'à l'époque on a créé. Il n'y avait que 2 fanfares scolaires à l'époque. Celle du lycée Léomba, celle du lycée technique Omar Bongo. C'est avec le lot d'instruments que nous avons ramené qu'on a créé la fanfare du lycée d'État de l'Estuaire et la fanfare du lycée d'État de Franceville. L'œuvre de Gerbonia. Quand un enfant est béni, il est béni. Quand j'ai un projet, je le mets dans les mains de Dieu. Et même quand ça peut paraître impossible, Dieu m'accompagne et ça va aller. Le lycée Léomba a été le premier lycée en Afrique à avoir un stade synthétique. C'est quand Gervais Onian était secrétaire général de la coopérative scolaire. C'est quand Gervais Onian a été à la défense nationale que l'hôpital militaire est né. Aujourd'hui, c'est la fierté du Gabon. J'y ai contribué. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle et je vous parle de Libreville 2. Ce n'est pas de la blague. La fierté d'un pays, c'est d'abord sa capitale. Il nous faut une nouvelle capitale digne du Gabon. Pour la construire, il ne s'agit pas de casser les gens qui habitent Kingélé. Venez voir autre. Non. On prend un nouveau périmètre. Le Grand Libreville va du bord de mer jusqu'à Ntoum. Moi, président, on prend de Ntoum jusqu'à Kango, en incluant Dongila et Coco Beach. Et dans ce périmètre, on construira Libreville 2. Libreville 2 verra le jour pour qu'on ne se moque plus de nous. Quand nos amis viennent d'Abidjan, ils se moquent du Gabon. Quand nos amis viennent de Dakar, ils se moquent du Gabon à cause de sa capitale sale, pleine de poubelles. Quand nos amis viennent de Malabo, ils se moquent du Gabon. Donc, il faut restaurer la fierté du Gabon à travers Libreville 2. Libreville 2 verra le jour et Libreville 2 sera financé d'une façon exceptionnelle à laquelle nous avons déjà pensé. Dans le périmètre, allant de Ntoum jusqu'à Kango, incluant Dongila et Coco Beach, il y a une matière stratégique que beaucoup de Gabonais ne connaissaient pas encore. C'est le nobium. Il y en a un peu dans le Moyen-Ogoué, mais il y en a beaucoup dans ce périmètre que je viens de vous décrire. Donc rien qu'avec la valeur du bois, du bassin forestier, de tout ce périmètre, plus le nobium qu'il y a là-bas, on peut construire Libreville 2 et le livrer en 5 ans. C'est possible. D'autres l'ont fait avant nous. Ce n'est pas impossible. Surtout nos jeunes, renseignez-vous. Au Brésil, il y avait Rio de Janeiro. Brasilia a été construite en 3 ans. Allez en Guinée équatoriale. Il y avait Malabo. Le président Biangema a fait Malabo 2, Sipopo, en 3 ans. Ensuite, il a fait dans le deuxième mandat Oyala, une autre ville qu'il a livrée en 3 ans. Donc, voici un président à côté de nous qui, tous les 5 ans, construit une nouvelle ville. Qu'est-ce que nous, on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Un pays où une seule personne est capable de se balader dans une voiture avec 1 milliard. Dans un tel pays, on vous dit qu'on ne peut pas donner d'argent pour les retraités, on ne peut pas faire des bourses d'études, il ne peut pas faire des hôpitaux, mais qu'est-ce que c'est que ça?
moi président, ça coûtera ce que ça coûtera. Mais je vais ramener l'école gratuite et l'hôpital gratuit pour les Gabonais. Un Gabonais ne doit pas payer l'hôpital au Gabon, bien qu'il a sa carte d'assurance maladie. Payer l'hôpital, c'est pour les étrangers, c'est pas pour les Gabonais. C'est comme ça. Au Canada, où j'ai passé beaucoup de temps, dès que vous êtes citoyen canadien, vous avez une carte d'assurance maladie. Vous la renouvelez chaque année comme on renouvelle une assurance pour les voitures. Ça veut dire que pendant l'année, où que tu sois malade quand tu es canadien, tu te présentes seulement, on te soigne. L'État va payer. C'est les étrangers qui payent les soins de santé là-bas, pas les nationaux. Nous pouvons faire la même chose au Gabon, ça ne coûtera pas grand-chose puisqu'on n'est pas nombreux. Moins d'1 million d'habitants. C'est même pas la population de Douala. C'est même pas la population de l'arrondissement d'Abidjan. C'est 500 000 Gabonais, 800 000 Gabonais. Et si on veut extrapoler, c'est un petit million de Gabonais qu'on ne peut pas gérer et rendre heureux. Mais c'est incroyable. Donc il faut arrêter ça. Prenez vos responsabilités. J'ai 56 ans. Je suis né en 1967, année à laquelle Omar Bongo est arrivé à la tête de l'État gabonais. 42 ans après, son fils, mon frère Ali Bongo, est devenu président. Lui aussi vient de faire 14 ans. 56 ans d'une seule et même famille. Je n'ai rien contre M. Ali Bongo. C'est mon frère. Nous étions 3 frères, Ali Bongo, André Mbongam et moi. Chacun de nous a été préparé. Je ne m'improvise pas. Nous avons été préparés pour gérer ce pays ensemble ou séparément. Lui, il a préféré le gérer séparément tout seul. Donc, il a mis Mbongam de côté et il m'a mis aussi de côté. Il a pris tout seul et il nous a remplacés par qui? Légion étrangère. Voilà où ils en sont arrivés. Et 14 ans après, on a tellement honte du bilan, on évite de parler du bilan. 105 promesses, 105 ou 115, à peine 13 réalisations. Ils sont même gentils d'avoir mis 13. Mais je voudrais dire que dans ce bilan négatif, il y a les faux opposants que vous voyez là. Ne vous laissez pas tromper. Quand Ali Bongo est devenu président, il nous a mis de côté Mbongam et moi, ses frères. Il a géré tout seul. Donc, Mbongam n'est plus de ce monde, paix à son âme. Et Gervais Onian, je n'étais pas là dans les 14 ans de pouvoir d'Ali Bongo. Que ce soit bien clair. Ali Bongo et moi, on a travaillé ensemble au ministère de la Défense avant qu'il soit président, sous les ordres de son père. Et nous avons fait ensemble du bon travail. Tout le monde peut être d'accord là-dessus. Quand il est devenu président, j'ai été mis de côté. Même nos chauffeurs coursiers sont devenus milliardaires étrangers de leurs États, sous Ali Bongo. Pendant ce temps, les fils du pays comme Gervais Onian ont été mis de côté. Parce qu'en 2009, j'ai soutenu Pierre Mamboundou. Ces gens ont estimé que si vous ne l'avez pas soutenu, vous ne méritez plus rien dans ce pays. Mais c'est que ce pays leur appartient. C'est le pays de tous les Gabonais. Il faut que ça cesse. Et j'attire votre attention. Je suis un enfant du peuple, un fils de prolétaire. Ma mère vendait au marché, mon père était pasteur. Que tous les fils de prolétaires, que tous les croyants en Dieu se ressaisissent. Faites très attention. Votre pays est en train d'être vendu. Attention. Quand les pédégistes vous disent il faut sauver Ali Bongo, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi je vous dis, plutôt que de sauver Ali Bongo, nous devons sauver le Gabon. Et pour sauver le Gabon, pensons Gabon d'abord. Moi je suis au centre. Mon parti a des valeurs, une charte de valeurs. La crainte de Dieu, l'amour du Gabon et le respect des institutions. C'est pourquoi, même en critiquant Ali Bongo, je ne l'insulterai jamais. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Ceux qui pensent que pour être président, il faut être impoli, c'est leur problème. Ceux qui pensent que pour être président, il faut montrer qu'on est catcheur ou c'est pas trop, c'est leur problème. Mais ces gens-là, faites attention à eux. Parce que les 14 ans d'échec d'Ali Bongo, parmi vos leaders soi-disant de l'opposition, il y a des anciens ministres des Finances dedans.
ils ont normalement des comptes à rendre aux Gabonais. Parmi eux, il y a des ministres qui étaient ministres des hydrocarbures. Où est passé l'argent du pétrole? Où est passé l'argent de Port-Gentil? Ils ont des comptes à rendre. Parmi eux, il y a des premiers ministres. Parmi eux, il y a des vice-présidents de la République sous Ali Bongo. Ils ont échoué ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils ont quitté le bateau à peine en 2014 ou en 2016 qu'on va penser qu'ils ont une virginité politique. Le Gabon ne se limite pas qu'à ces gens-là. À vouloir le changement, ne vous accrochez pas à n'importe qui. Si le peuple souffre, c'est parce qu'il y a eu des tortionnaires du peuple. Dès qu'un milliardaire se présente à vous, identifiez en lui un de vos tortionnaires. Ils ne sont pas milliardaires parce qu'ils sont plus brillants que les autres. C'est parce qu'ils ont volé l'argent des Gabonais, l'argent de tous les Gabonais. Donc, ne vous accrochez pas à ces gens. Ne votez pas l'opposition parce que vous voulez le changement. Et dans l'opposition, c'est des anciens PDGistes. Ces gens-là passent le temps à faire des passes décisives au PDG. Oui. Ils font semblant de bouder, de venir insulter Ali Bongo, en sachant qu'Ali Bongo ne leur fera rien. Mais vous qui venez les aider à insulter, c'est vous qui finissez en prison, au cimetière ou au chômage. Si ces gens-là veulent la violence, en disant affaire en bandit se règle en bandit, qu'ils se mettent un peu même devant avec leurs enfants. Qu'ils se mettent un peu devant. Et quand je les regarde, tous ces gens-là, que vous pensez être des grands leaders de l'opposition, ils vous disent affaire en bandit se règle en bandit. Quand je les regarde, est-ce qu'ils peuvent même courir 100 mètres? Moi, je connais le but des armes, hein? Moi, je suis un militaire. Ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est. Hein? Attention. Donc, ils arrêtent de tromper les gens. Aujourd'hui, nous sommes tristes qu'on ait enlevé l'enveloppe poubelle, n'est-ce pas? Mais qui a proposé ça? Ce sont ces opposants anciens PDGistes. Ils font semblant. Moi, en 2009, quand j'ai été mis de côté, quand Bob Amemon a été mis de côté, André s'est présenté candidat. Mais moi, j'ai dit, je ne peux pas soutenir l'un de mes deux grands frères contre l'autre. Je préfère aller soutenir un autre Gabonais, qui est aussi quelqu'un du peuple et qui se bat pour le peuple. Je me suis mis derrière Pierre Mamboundou. Vraiment, paix à son âme, qu'on applaudisse pour Pierre Mamboundou. À la fin de l'élection, André ayant été reconnu président élu, je l'ai soutenu. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme, applaudissons aussi pour André Bonfa. Maintenant, comme il y a eu des morts en 2009, la vie politique du Gabon n'a pas commencé en 2016. En 2009, il y a eu plus de morts qu'en 2016. À Port-Gentil, il y a eu un vrai carnage. Et à la fin, parce que quand on a annoncé au rond-point de la démocratie, j'étais dans la bébus avec André Mbobam et Pierre Mamboundou. Nous attendions la proclamation des résultats. La veille, on avait signé un accord entre Mamboundou et André Mbobam. J'étais médiateur de cet accord. L'accord stipulait que, avec 90% des PV à la disposition de Pierre Mamboundou, Mamboundou était en tête avec 37,5% des voix, suivi d'André Mbobam avec 35% des voix. Mais comme il restait encore 10% de PV qu'on n'avait pas, ça voulait dire qu'André pouvait peut-être aussi rattraper et dépasser Mamboundou. Donc, on a signé un accord tel que, si l'avance de Pierre Mamboundou est confirmée, Mbobam le reconnaît comme président. Maintenant, si c'est Mbobam qui passe devant, Mamboundou le reconnaît comme président, pourvu que le Gabon change et qu'ensemble, ils travaillent dans l'intérêt du Gabon. Voilà ce qu'on avait convenu en 2009. Et on avait même convenu que le Premier ministre, la primature, ira à Port-Gentil. Malheureusement, le matin de la proclamation des résultats, j'étais à la Brébus avec André Mbobam et Pierre Mamboundou. Je leur ai demandé de rappeler au public qui était là les termes de notre accord. Ceux qui étaient là peuvent encore s'en rappeler. Mamboundou a pris le micro et il a dit aux Gabonais, restez calmes dans la paix, pas de désordre. Attendons seulement le résultat. Peu importe le vainqueur, que ce soit Mbobam et moi, on va travailler ensemble, la main dans la main. André aussi a pris le micro, il a dit la même chose. Ensuite, après avoir dit ça, les militaires présents ont dit, ah, monsieur le conseiller, s'adressant à moi, on a faim. Et André a dit, bon, comme tes éléments disent qu'ils ont faim,
on va prendre des sandwichs pour eux. Les civils qui étaient ont dit, oui, mais nous aussi on a faim. Et André Baobab, paix à son âme, a sorti 1 million de francs de sa poche qu'il m'a confié pour dire, il faut prendre des sandwichs pour tous ceux qui ont veillé avec nous ici. Et j'ai appelé Claudine Ayo, Madame Avioga, elle vit encore. Elle était jeune candidate en 2009. Et je lui ai dit, même si tu es la plus petite, maman disait petite maman, mais maman quand même. Donc, prends ce million, va acheter des sandwichs pour tout le monde. Et elle m'a dit, elle m'a dit, mon grand frère, mais est-ce que les militaires vont encore me laisser remonter? J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais t'accompagner pour qu'ils puissent ouvrir la barrière quand tu reviendras. C'est pendant que je suis descendu parler aux militaires qu'on est venu tirer sur l'abribus. On a tiré sur cet abribus. J'ai été un témoin oculaire de l'histoire. La sécurité d'André Baobab est venue rapidement sur l'abribus. Ils ont pris Baobab. Sa voiture était garée juste au rond-point même de la démocratie. C'était une petite Terios de couleur bleue immatriculée en G9. On l'a vite mis dedans, on l'a enlevé. Malheureusement pour Mamboundou, les gens qui ont tiré sur l'abribus étaient adossés contre la voiture de Mamboundou. Donc il ne pouvait plus aller vers son véhicule. Il a couru derrière l'abribus et il s'est blessé. Comme moi j'étais déjà au bas de l'échangeur dans ma voiture, on m'a apporté, on m'a mis le président Mamboundou, ensanglanté. Monsieur Onian, le président Mamboundou est blessé. Je l'ai fait monter dans ma voiture, rapidement, avec sa sécurité, et nous avons démarré. Avant de perdre connaissance, Pierre Mamboundou m'a dit, Monsieur Onian, emmenez-moi au charbonnage chez ma soeur. Je ne connaissais pas le lieu, ses agents de sécurité m'ont indiqué. Nous sommes arrivés au charbonnage chez sa soeur. Et il a repris ses esprits là-bas. Mais pendant ce temps, la nouvelle est partie à Port-Gentil qu'on a tiré sur Mamboundou. Mamboundou est mort. Les émeutes ont démarré. Et il y a eu une répression sauvage. Beaucoup de morts. Donc, quand l'élection est terminée et que les résultats ont été rendus officiels avec Ali Bongo comme président de la République, nous en avons pris acte. Mais, pour régler le problème de Port-Gentil, il fallait trouver des boucs émissaires. Donc, on a voulu mettre sur le dos de Mamboundou et de Baobab les morts de Port-Gentil. On a utilisé ceux qui l'ont fait, un communicateur qui était dans l'équipe de communication d'André Baobab, vous le connaissez tous. Et il a dit que dans l'avion d'André, oui, à Port-Gentil, dans l'avion, il y avait des armes. Et moi, j'avais au Nian. Il m'a été demandé de venir confirmer en disant que oui, comme j'étais proche des deux, oui, dans l'avion d'André, il y avait des armes, et ce sont ces armes que des partisans de Mamboundou ont utilisées pour mettre le feu à Port-Gentil. Comme ça, on les arrêtait tous les deux, Mamboundou et Baobab. On les mettait en prison, et moi je rentrais au gouvernement. Voilà ce que votre fils j'ai refusé en 2009. Je leur ai dit que même en politique, il y en a qui craignent Dieu. J'avais au Nian, je suis un enfant de Dieu. Ça, je ne peux pas le faire. Je veux rester un homme droit et intègre. Ali, c'est mon frère. S'il a besoin de moi, je viendrai l'aider. Mais mes états de service sont suffisants pour que je vienne. Mais si c'est au prix de la traîtrise, je refuse. Il sait que je ne suis pas ce genre de personne. Donc ça, là, je ne peux pas le faire. Alors on m'a dit que puisque tu veux rester un homme droit et intègre, après avoir été maire du 3e arrondissement, j'étais déjà conseiller du maire de Libreville. Et le temps que j'étais à la mairie de Libreville, j'étais conseiller chargé de la coopération internationale et de l'embellissement de la ville de Libreville. Les quelques beaux monuments que vous voyez là dans Libreville, c'est moi qui les avais conçus à l'époque. Ici en Zanyon, le rond-point de Zanyon, l'éléphant et ses enfants, c'est l'œuvre de Gervais Onian. Le rond-point du commissariat central, le compteur de Vette, c'est moi qui l'ai conçu et j'ai fait réaliser par une entreprise coréenne. C'est l'œuvre de Gervais Onian. Le monument le plus beau de Libreville, là où tous les mariés vont faire leurs photos, devant la fondation Jean Lébory. Cette œuvre-là, ce monument, c'est l'œuvre de Gervais Onian. Donc, il est bien parfois qu'on vous le dise, j'ai des états de service. Mais lorsqu'en 2009, on vient me menacer pour me demander de faire n'importe quoi,
au péril de la vie des autres, la mettre en péril de façon injuste. Comme moi, je viens d'accuser Mamboundou et Mboba de ce qu'ils n'ont pas fait. C'est dans ma voiture que Mamboundou avait perdu connaissance. À quel moment il a pu donner ordre à Port-Gentil de mettre du feu là-bas? Mon Dieu. Alors on m'a dit, puisque tu veux rester un homme intègre, la mairie du PDG. Donc comme tu ne veux pas aider le PDG, eh bien, tu vas rester chez toi à la maison. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je remets ça à Dieu. On m'a donné mes 3 derniers mois de salaire et j'ai passé 5 ans à la maison sans salaire. Voilà ce qui m'est arrivé. Et ils ont fait cela parce que c'est un enfant de pauvre. Ils n'auraient jamais fait ça à l'enfant d'une grande famille du Gabon. Parce qu'ils auraient su que la famille en question viendrait demander des comptes. Notre enfant qui était notre espoir était déjà au Canada. Il s'occupait de nous. Vous êtes allé le chercher. Il vous a servi. Il a servi le Gabon. À la fin, vous dites qu'il faut qu'il vienne faire de n'importe quoi. Et s'il ne fait pas n'importe quoi, on le renvoie à la maison. C'est des injustices qui nous sont faites à nous tous, pauvres et enfants de pauvres. Donc, arrêtez de croire que les pauvres n'ont pas fait d'enfants. Vous avez fait des enfants. Et ceux de vos enfants qui ont le courage, comme j'avais au Nian, mes parents, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, aidez-moi à vous aider. Aidez-moi, sérieusement. Ces gens-là qui ont tiré sur Mamboundou et Mbaobab en ma présence en 2009, ils étaient encore au PDG et ils ne faisaient de cadeau à personne. Ils ont tué l'opposition. Mais quand des braqueurs se disputent un sac d'argent, vous croyez que c'est pour le rendre à la banque? Jamais. C'est parce que le partage est mauvais entre eux. Ils peuvent faire semblant de dire, je quitte la majorité, je deviens opposant. C'est faux. Voilà. Ils jouent au ping-pong. C'est ça. Donc, ne vous laissez plus tromper. Et ils ont fait en sorte que le pouvoir, que la politique au Gabon, ça se joue juste entre eux. Ils ne veulent pas d'intrus là-dedans. Ils veulent rester faire la politique entre milliardaires du PDG et milliardaires de l'opposition. Mais tous ces milliardaires sont les tortionnaires du peuple. Moi, quand j'ai créé mon parti avec les autres, je voulais militer pour le changement dans la paix. Et s'il y avait encore un vrai opposant comme Mamboundou, un homme du peuple, je l'aurais soutenu. Mais cette opposition, même si elle fait une candidature unique, avec un ancien PDGiste, mettez-le dehors. Le Gabon ne se limite pas qu'aux PDGistes et aux anciens PDGistes. J'ai 56 ans. 56 ans de règne de ce même groupe. Où est le résultat? Il faut que ça cesse. Les parents ont créé le PDG ensemble, leurs parents. Ils ont géré le Gabon ensemble en tant que grande famille, fiers de nous écraser. Après les parents, les enfants ont pris le relais. Et aujourd'hui, moi je n'ai rien contre personne. Mais les membres fondateurs du PDG, on les connaît. Le PDG n'a jamais été créé à Koulamoutou, si vous ne le savez pas. Le PDG, c'est l'œuvre de beaucoup de personnes, de quelques personnes. À l'époque, les plus anciens peuvent s'en souvenir. Quand on nous donne l'indépendance, tous les anciens députés à l'Assemblée nationale française qui représentaient déjà le pays, la colonie, sont devenus présidents. Sauf Jean-Hilaire Obama, député du Gabon à l'Assemblée française. Les Français, il était trop nationaliste, Jean-Hilaire Obama. Les Français ont préféré quelqu'un de modéré, mais un papa sage qui prenait Gabon d'abord. Ils ont fait le choix, c'était aussi un bon choix, le choix de Léomba. Mais à la mort de Léomba, il faut savoir qu'à l'époque, pour que le Gabon ait un député à l'Assemblée française, il y avait élection. En 1946, Jean-Hilaire Obama est passé député. 5 ans après, il a été réélu pour un deuxième mandat en 1951. En 1956, il a été réélu pour une troisième fois, toujours député du Gabon à l'Assemblée française, en battant chaque fois Léomba. Donc, quand Léomba, lui, à son tour, vient de décéder, Jean-Hilaire Obama est encore en vie, mais il y a eu un coup d'État en 1964.
on a profité du coup d'État pour envoyer Jean Robam en prison, avec 2 de ses lieutenants, Chambrier père et Ngonjou père. Donc, et Omar Bongo est resté tout seul avec Léomba. Donc, à la mort de Léomba, on prend le bras droit de Léomba, Omar Bongo. On envoie Obama en exil, on récupère ces deux bras droits, Bonjou père et Chambrier père. Et mission est pour eux de dissoudre les 2 partis qui étaient le parti de Léomba et le parti de Jean Robam, pour créer un seul parti qui soit un parti unique, qui puisse rassembler tous les Gabonais. C'est comme cela qu'au quartier Montagne Sainte, où les 3 habitaient, à Libreville, le PDG a été créé. Mais créant des émeutes à Libreville, ils se sont rendus à Koulamoutou juste pour faire l'annonce de la création du PDG. Il y a beaucoup de fausseté parfois dans l'histoire du Gabon. Mais ça ne regarde que les PDG, ce n'est pas mon problème. Donc, pour en revenir sur ces anciens PDGistes, faites attention. Je suis en compétition, mais de façon républicaine, sans insulter personne. Je suis en compétition et avec Ali Bongo, président sortant, qui est mon frère, et en compétition avec tous ceux que vous voyez là dans l'opposition. Je vous dis qu'en 2009, la plupart d'entre eux, ils ont tiré sur André Mboba et sur Pierre Mamboundou. Mais quand ils se sont chamaillés entre eux, ils sont venus dans l'opposition. Pas pour le Gabon ni pour les Gabonais. C'est pour eux-mêmes et pour continuer à préserver les intérêts de leur famille. Comme ça, après l'enfant de Bongo, ils veulent que ce soit l'enfant d'un autre membre fondateur du PDG. Il n'en sera pas question. Le changement, la rupture totale, c'est avec un autre Gabonais, un enfant du peuple. Dieu va toujours chercher parmi les modestes, parmi les humbles, quand il veut sauver un peuple qui souffre. L'enfant du palais n'a jamais sauvé personne, de la Genèse jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, certains diront, oui, Jambo Nian, il n'est pas riche comme les autres. Mais moi, au moins, j'ai la crainte de Dieu et l'amour du Gabon. C'est comme ça. Lors de la dernière concertation, il y a eu beaucoup de choses. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je voudrais vous dire, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, pour terminer, je voudrais vous dire ceci. Le Gabon, notre pays, est par terre. Il est devenu la risée du monde entier. Mais rien n'est perdu. Il nous faut cependant des nouvelles personnes à la tête de ce pays. À gauche, c'est l'opposition, avec comme leader les mêmes anciens PDGistes, les mêmes anciens ministres, premiers ministres, vice-présidents et autres qui ont mis ce pays par terre et qui veulent juste revenir aux affaires après avoir lamentablement échoué, tous autant qu'ils sont. À droite, c'est la majorité qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans et dont vous vivez vous-même. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Vous vivez vous-même les réalités de cette majorité au pouvoir. Les jeunes sont au chômage. Les enfants font des études et ils finissent au chômage. Au Gabon, actuellement, à l'IOB, à l'Institut de gestion, des Gabonais, des jeunes, nos enfants, ils ont terminé leur formation. On refuse d'organiser leur soutenance. Mais c'est fait à dessein. C'est parce qu'ils ont bloqué les recrutements dans la fonction publique. Mais même si vous avez bloqué les recrutements dans la fonction publique, donnez au moins les diplômes aux enfants, mon Dieu. À cause de ça, vous voyez derrière moi, il y a eu 7800 Gabonais qui ont participé au concours de l'ENI pour devenir instituteurs. Et j'ai entendu le ministre de tutelle dire que ça témoigne de l'engouement que les Gabonais ont pour la fonction enseignante. Mais c'est n'importe quoi. Les enfants sont au chômage. Et pour participer au concours de l'École nationale des instituteurs, ça veut dire que ce sont des universitaires. Ils sont diplômés. Ça veut dire les 7800 là, c'est 7800 diplômés. Alors, il n'y a que 600 places. Qu'est-ce qu'on fait des 7200 qui restent? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Quelle tristesse. Mon Dieu, quel pays. Au Gabon, un Gabonais ne devrait pas être au chômage. Dans un pays normal.
à l'UPR, nous respectons les institutions et les autorités de chacun de ces deux camps qui sont en train de s'amuser avec nous. Mais nous ne sommes ni avec la majorité, ni avec l'opposition. Les conclusions de la dernière concertation, majorité-opposition, ont bien démontré que les leaders de ces deux camps font semblant de s'affronter, alors qu'en réalité, il s'agit d'un même groupe d'amis qui ont mis le pays à terre ensemble avant de se diviser en deux blocs. Un groupe est resté au PDG et un autre groupe d'anciens PDGistes jouent les opposants à la place des vrais opposants. Il y en a, mais ils sont sans moyens. On ne les consulte même pas. Vous avez déjà vu, dans une concertation d'opposition, on a appelé le professeur Kondila, pourtant il vit encore. Vous avez vu une concertation d'opposition, on a appelé Benoît Moutinzamba, et pourtant il vit encore. Quand ils se concertent, vous avez vu, ils associent Luc Bengonossi, et pourtant il vit encore. Ils ont pris possession de l'opposition. Les vrais opposants qui ont souffert sous Mambungu, sous Oyolaba, sous les autres, on les a mis de côté. Les PDGistes qui ont fait souffrir le Gabon et les Gabonais, c'est eux qui viennent jouer aux soi-disant défenseurs du peuple. Aucun d'eux ne sera un candidat du peuple. Ils arrêtent de le dire. Ils ne sont pas de ce peuple-là qui souffre. Dans leur famille, le métier d'instituteur n'existe plus. Dans leur famille, le métier d'infirmier n'existe plus. Dans leur famille, le métier de maman commerçante au marché, ça n'existe plus. Qu'ils arrêtent de se moquer de nous. Quand ils font un meeting, ils font danser nos mamans sous le soleil. Pendant que leurs mamans, eux, boivent la Henken dans les maisons climatisées. Il est temps que vous, même maman, même si vous vendez aujourd'hui au marché, moi, votre fils président, comme les mamans des autres, vous aussi, vous boirez la Henken dans les maisons climatisées. Voilà. C'est comme ça. Ces gens-là se moquent de nous. Quand ils étaient aux affaires, ensemble, ils ont tué l'école publique et ils se sont enrichis en créant leurs écoles privées. Ensemble, ils ont tué l'hôpital public et ils se sont enrichis avec leurs cliniques privées. Et quand vous allez dans ces cliniques privées, 80% des gens qui travaillent là-bas, c'est des étrangers. Ce n'est même pas les Gabonais. Et ces gens-là veulent diriger le Gabon. Ensemble, ils ont tué la fonction publique. Ils ont tué Air Gabon et ils ont ouvert leur société privée gérée par eux et leurs enfants. Tous ces gens-là, qui sont les leaders de la majorité et de l'opposition, ont suffisamment prouvé leur incompétence et leur manque d'amour pour les Gabonais. Ils sont le problème du Gabon. Ils ne peuvent pas être à la fois le problème et la solution. Pourquoi toujours les mêmes, comme s'il n'y avait pas d'autres Gabonais? Pourquoi toujours les mêmes? Il n'y a pas que ces gens-là. Ils sont devenus milliardaires en volant l'argent de tous les Gabonais. Non, il y a d'autres Gabonais, moins riches, mais plus compétents et capables de mieux gérer ce pays, comme Gervais Ounial. C'est pour cette raison, et par rapport à la situation actuelle du Gabon, que nous avons choisi d'être un parti du centre. Je vous assure que ces gens-là se moquent de nous. Je vous parlais tout à l'heure de l'enveloppe poubelle. On a supprimé l'enveloppe poubelle. Cela n'est pas normal. Mais savez-vous qui l'a proposé? Savez-vous qui a proposé la suppression de l'enveloppe poubelle? Eh bien, même si je suis contre eux, ce n'est pas le PDG. Ce n'est pas le PDG qui l'a proposé. C'est notre soi-disant opposition, nos leaders de l'opposition, anciens PDG de leur État, qui ont écrit un mémorandum pour aller à la concertation. Et c'est sur la base de leur mémorandum qu'ils ont revendiqué les premières places à la concertation. Parce que c'est eux qui avaient écrit le mémorandum, c'est eux qui avaient des élus, il fallait qu'ils soient privilégiés, ils ont été privilégiés. Certains ont reçu 200 millions, d'autres ont reçu ceci, d'autres ont reçu cela. Le PDG a dit merci. Tout ce que le PDG a voulu, ils ont signé. Ils étaient à parité. Moi, je n'étais pas dedans. Il y avait c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait la liste des représentants. 40 pour le PDG, 40 pour l'opposition. Donc, ce n'est pas que les PDG étaient plus nombreux qu'eux. Mais le PDG a obtenu tout ce qu'il voulait.
parce qu'ils savaient très bien que en face, les leaders de l'opposition, c'est des anciens PDGistes. Aucun parmi eux n'a intérêt à ce que le PDG tombe. Le jour où le PDG va tomber, ils vont tous tomber là où vous les voyez là. C'est pour ça qu'ils craignent la candidature de Gervais Onian. C'est pour ça qu'ils craignent la candidature. Ils ont fait une passe décisive au pouvoir en place. Dans leur soi-disant mémorandum, ils ont proposé, vous pouvez aller consulter ce mémorandum-là, s'ils permettent que vous allez le consulter. Ils ont proposé la suppression de l'enveloppe poubelle et l'élaboration ils voulaient un bulletin unique. Donc, en proposant le bulletin unique, où il y aurait donc tous les candidats, ils ont proposé en même temps la suppression de l'enveloppe poubelle. Donc, le PDG a dit merci. Il n'y aura pas de bulletin unique, mais votre idée de supprimer l'enveloppe poubelle, on la retient et ils l'ont mis en application. Après, ce n'est pas la peine d'aller faire des gros bras devant le Sénat. C'était votre idée. Vous faites semblant pour tromper les Gabonais. C'était leur idée à eux. Donc, cette opposition-là, d'anciens PDGistes, il faut vous en méfier. C'est une élection générale. Il y a d'autres opposants. Votez même pour eux, parce que ce sont des enfants du peuple, ils n'ont pas d'argent. Quand vous voyez un enfant du peuple, votez pour lui, pour que vous aussi, un de vos enfants soit aux affaires. Ils ont fait une passe décisive au PDG. Ils se sont plaints qu'on ne les a pas laissés entrer au Sénat. Je n'étais pas d'accord non plus avec ça. Mais en 2009, les gens parfois la mémoire courte. Après avoir été reconnu président élu, André Mbongo a essayé de venir rentrer à l'Assemblée nationale pour demander qu'on fasse une conférence nationale pour refaire la paix et tout remettre à zéro. L'entrée de l'Assemblée nationale lui avait été refusée. Les mêmes qui étaient là pour faire le petit cinéma là, ils étaient où? Ils étaient au pouvoir. Ils étaient ministres et premiers ministres du PDG. Ils ont empêché André Mbongo de rentrer à l'Assemblée nationale. C'était aussi la maison du peuple. Mais dans sa dignité, André n'a pas fait de scandale. Il avait sa voiture avec un toit ouvrant, il s'est levé, il a salué tout le monde et il est reparti, dignement. Donc, ne vous laissez pas avoir, vous, peuple gabonais, par les petites simagrées. Pour eux, la politique, c'est du spectacle. On vient faire le show, on vient distribuer 5 000, les gens sont pleins, mais un autre arrive, il distribue aussi 5 000, les mêmes gens viennent encore. En réalité, ils n'ont personne. Ne vous y trompez pas. Votez pour celui qui va vous défendre. C'est une élection générale. Moi et tous ceux qui sont avec moi, nous respectons les institutions, mais nous ne militons pas pour défendre les intérêts d'un camp contre un autre. Non. À l'Union pour la République, nous militons pour défendre les intérêts du peuple gabonais et pour améliorer les conditions de vie et de travail de tous les Gabonais. À l'UPR, nous sommes des Gabonais, patriotes et républicains, des hommes et des femmes intègres, des hauts cadres civils et militaires, de toutes les générations, de toutes les ethnies, de toutes les religions et de toutes les provinces du Gabon. Unis autour de la candidature d'un enfant du peuple comme Gervais Onian, nous voulons défendre les intérêts des plus de 60% des Gabonais qui ne sont ni à gauche ni à droite et qui pensent Gabon d'abord. UPR Gabon d'abord. UPR Gabon d'abord. Alors, peuple gabonais, mes chers compatriotes, pour l'élection présidentielle du 26 août 2023, ne regardons ni à gauche ni à droite. Pensons Gabon d'abord. Votons l'UPR et tous ses candidats. Et avec moi, Gervais Onian comme président, prenons le pouvoir et rendons le Gabon aux Gabonais. Je vous remercie.